je vais essayer de vous présenter un topo consacré à l'interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires et des recommandations ATS-ERS. Comme le topo est un petit peu long, je vais assez vite passer dans le vif du sujet et rappeler avec vous l'objectif des équations de référence pour interpréter les explorations fonctionnelles, avec deux objectifs des équations de référence. Un premier objectif que vous voyez ici et que j'ai mentionné comme étant décrire au mieux la complexité des valeurs observées chez les sujets sains. Alors, vous allez voir ce que je veux dire par là. Ben, c'est ça. Quand on regarde dans la vraie vie, hein, chez des personnes indemnes de pathologies respiratoires et qui n'ont jamais fumé, hein, c'est ça la définition du sujet sain dans la base dont je vous parle là, qui est la base GLI, mais peu importe. Eh bien, regardez, entre, on va dire, 5-6 ans et puis 95 ans, on voit un rapport VMS sur CVF qui a cette allure-là, avec une espèce de petit décrochement là, aux alentours de 15 ans, qu'on n'explique pas bien, mais qu'on retrouve dans toutes les bases de données de sujets sains. Et puis, un rapport VMS sur CVF qui ensuite décline progressivement jusqu'à à peu près 0,75, 75% de VMS sur CVF à 95 ans. Ça, c'est ce qu'on voit chez les sujets normaux. Et il faut se débrouiller pour trouver dans nos machines de FR une équation qui nous permette de suivre ça point par point. Et si on regarde à l'inverse, non pas le VMS sur CVF, un autre exemple là qui est le VMS entre 6 ans et puis 80, je crois, 90 ans à peu près, eh bien, quand un enfant grandit, son VMS augmente parce que ses poumons grandissent, et puis à partir de l'âge de 20 ans, voilà ce qu'on observe. On observe une diminution progressive du VMS avec le vieillissement. Et là encore, il faut qu'on arrive à trouver, si possible, une seule équation à mettre dans nos machines de FR qui nous permette de décrire les valeurs observées, autrement dit, de calculer la valeur théorique. Alors, comment on fait jusqu'à passer pas si lointain, peut-être que certains d'entre vous utilisent encore des modèles linéaires ou des modèles polynomiaux qui ont cette tête-là sur le plan mathématique, mais là encore, c'est pas trop. L'important, ce n'est pas de connaître les équations, mais de se rendre compte de ce qu'on utilise. Et pour mémoire, hein, toujours écrire sur le compte-rendu de FR de quelle équation on se sert pour prédire les valeurs de référence. Alors, ces modèles-là qui semblent assez simples manquent de précision. Et puis, un autre problème, c'est ça. C'est-à-dire que un modèle linéaire permet de donner ça, c'est-à-dire que ça augmente en gros de 6 ans à 20 ans. Un autre modèle linéaire diminue de 20 ans à 80 ans. Vous voyez bien que ce sont deux équations complètement indépendantes l'une de l'autre. Et puis, le risque, c'est qu'il y ait une espèce de saut là, quand on passe d'une équation à l'autre. J'allais dire à 2 jours d'intervalle ou à 1 jour d'intervalle, on n'a plus la même valeur de référence. Donc, l'idée, c'est d'avoir des équations qui nous permettent de faire les choses mieux et beaucoup d'entre nous avons désormais, normalement, hein, dans nos machines de FR, des équations qui s'appellent modèles additifs généralisés. Je vais passer très vite, hein, simplement pour dire que les équations sont un petit peu plus complexes, qu'elles supposent que nos ordinateurs, les ordinateurs de nos matériels de FR, soient capables d'accepter des tableaux de chiffres comme ça qui nous permettent de donner les équations les meilleures pour arriver à ça, c'est-à-dire avoir vraiment une seule équation qui suit fidèlement les valeurs normales, et donc hein, la ligne bleue, hein, c'est la valeur de référence. Avec des nouvelles équations, comme les équations du GLI, dont vous avez, je pense, tous entendu parler, on peut, voilà l'exemple de la DLCO, hein, vous voyez là, sur le papier Princeps qui date de 2017, la DLCO telle qu'elle est prédite par les nouvelles équations, on a une seule équation pour l'enfance et l'âge adulte. Auparavant, on avait, suivez la flèche ici, 3 équations différentes pour l'enfance, 3 équations différentes pour l'âge adulte. Et ce que vous voyez bien, c'est que
pour l'enfance, les équations étaient plutôt bonnes, en tout cas, les nouvelles sont les mêmes que les anciennes. Et par contre, pour l'âge adulte, les nouvelles équations nous donnent des valeurs de référence qui sont beaucoup plus basses que les anciennes équations. Et si on a une valeur de référence beaucoup plus basse, il suffit de faire une règle de 3, on aura un pourcentage de valeur de référence chez nos patients qui sera bien plus élevé, hein. Si vous avez une valeur de référence à 10 et que vous avez un malade qui a 15, eh bien, il a 150%. Si vous avez une valeur de référence à 10, si vous avez par contre une valeur de référence à 15 et que le malade a 15, il a 100%, etc., etc. Donc, premier message, pour la DLCO, les nouvelles équations que l'on utilise le plus souvent nous donnent des valeurs de référence bien plus basses que les anciennes, en particulier pour les adultes. Pour les volumes pulmonaires, on a aussi des équations de référence qui nous permettent d'avoir, donc vous voyez, IRV, c'est le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire, le volume résiduel, la capacité pulmonaire totale, etc. Vous connaissez la capacité vitale, capacité résiduelle fonctionnelle, etc. Et alors, je vous propose qu'on regarde en 2 minutes, même pas, hein, ce que nous donnent les équations du GLI, hein, qu'on utilise tous de plus en plus, je le répète, pour les volumes par rapport aux anciennes. Mais là encore, pour l'enfance, les nouvelles équations et les anciennes sont quasiment superposées. Et pour l'âge adulte, on a, avec les nouvelles équations, des valeurs de référence plutôt un peu plus basses que les valeurs anciennes. Et je le redis, hein, une valeur de référence plus basse, ça donne un pourcentage de valeur de référence quand on a un patient devant nous qui est plus élevé mathématiquement. Pour la capacité pulmonaire totale, on a des nouvelles équations qui sont grosso modo assez superposables avec les anciennes, c'est-à-dire les anciennes, je vous répète, hein, une équation pour l'enfance, une équation pour l'âge adulte, mais globalement, ça nous donne des choses qui sont assez superposées. Pour le volume résiduel, on a des valeurs de référence qui sont désormais un peu plus basses. Et pour le rapport VR sur CPT, on a des valeurs de référence qui sont, qui sont plus variables en fonction de l'âge qu'elles ne l'étaient. Vous voyez qu'elles étaient quasiment linéaires avec les anciennes équations et qu'elles sont curvilinéaires maintenant avec les nouvelles équations. Voilà un petit peu un panorama du premier sous-chapitre, c'est comment est-ce qu'on peut décrire la réalité, autrement dit, comment est-ce qu'on peut avoir nos valeurs de référence. Alors après, la question d'après, c'est comment on va comparer la valeur qu'on observe chez un patient à la valeur de référence. Autrement dit, quand on a une valeur prédite, à partir de quand on va considérer que la valeur qu'on observe s'écarte suffisamment de la valeur prédite pour être considérée comme anormale, hein. C'est ce qu'on fait toute la journée, hein, en exploration fonctionnelle respiratoire. C'est quand on a une valeur prédite et une valeur observée qui sont proches, on considère que le malade a une valeur typique ou normale, et inversement, quand on a une valeur observée qui s'écarte trop de la valeur prédite, la valeur est considérée comme anormale ou atypique, selon la terminologie qu'on utilise. Alors là, on va rentrer, là encore très brièvement, parce que ce n'est pas le plus important du topo, mais dans une petite considération mathématique, il est à mon avis utile de connaître, hein, sur un topo comme ça, on peut faire de la plémologie sans connaître tout ce blabla, mais pour mettre en équation ce que je viens de dire, autrement dit, à partir de quand une valeur observée s'écarte de la valeur théorique, on refait un petit peu de statistiques et vous voyez ici une banale courbe de Gauss avec une moyenne et un écart type. Eh bien, quand on interprète une EFR, la moyenne, c'est quoi? Ben, c'est la moyenne des valeurs observées chez les sujets normaux. Autrement dit, c'est la valeur prédite, hein, pour le patient qu'on a en face de soi, qui tient compte de l'âge, du sexe, de la taille et parfois de l'ethnie. Donc ça, c'est la valeur de référence. Dans la population des sujets normaux, les valeurs observées s'écartent un tout petit peu de la valeur moyenne, hein. Si je reviens sur la diapo d'avant, c'est exactement ça, hein. Vous voyez bien que chez les sujets normaux, il y a, pour un âge donné et pour, en l'occurrence, une taille et un sexe donné, on a une petite dispersion, mais tous ces sujets-là, ils sont normaux. Donc, ça donne ça quand on regarde sur cet axe-là. Il y a tous les gens qui sont sous la courbe de Gauss sont des gens normaux. Et on va être obligé, en biologie c'est vrai, et en EFR aussi, de définir ensemble une limite en dessous de laquelle ou en dessus de laquelle les valeurs qu'on observe deviennent anormales ou atypiques.
Et vous avez, bon, beaucoup d'entre vous déjà employé des Z-scores, dont on va dire deux mots là encore pendant le topo d'aujourd'hui. Et vous voyez ici le chiffre de 1,64 et la définition de la loi de Gauss nous dit que lorsqu'une distribution est gaussienne, eh bien, lorsque on considère 1,64 écart type de cette distribution-là et qu'on met la barrière, on a 5% de la population qui est en dessous de cette barrière. Autrement dit, dans une distribution normale gaussienne, quand on met une barre ici à moins 1,64 écart type, en l'occurrence, on a 5% de la population. Et 5%, ça vous rappelle des choses, hein. C'est P à 0,05. Un P à 0,05, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand on met une barrière ici, on dira à tort dans 5% des cas qu'un sujet a une valeur, en l'occurrence, trop basse. Donc le P à 0,05, c'est l'erreur que l'on fait en affirmant qu'un de nos patients, lorsqu'il est dans cette zone-là, a une valeur anormale. Hein, c'est l'erreur que l'on admet. Si on voulait faire 0% d'erreur, on mettrait une barrière beaucoup plus basse, mais nos tests manqueraient de sensibilité. Et à l'inverse, si on mettait une barrière plus haute, il manquerait de spécificité. Donc voilà le rappel de la valeur gaussienne. Le problème des EFR, c'est que des valeurs d'EFR, c'est que leur distribution n'est pas gaussienne. Je vous demande de me croire, mais si vous regardez pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude, vous voyez que la médiane n'est pas au milieu des box plots ici, ce qui veut dire que la distribution des valeurs de FR, elle a cette allure-là. Vous voyez bien que ce n'est pas gaussien, c'est un peu tordu, c'est un peu sur le côté, c'est un peu bosselé, etc. Donc on ne peut pas décrire les valeurs de FR par une loi gaussienne. Et donc, on est obligé d'employer un outil mathématique qui est un tout petit peu plus compliqué, qui s'appelle lambda mu sigma, avec toujours une valeur moyenne qui est la valeur de référence, la valeur prédite, mais on a à la fois un indice d'asymétrie et un coefficient de variation qui correspond à notre écart type. Je passe sur les équations que vous aurez dans le topo que je vais vous faire passer, c'est-à-dire ce topo-là, hein, vous aurez pour ceux que ça intéresse le détail des calculs, mais le lambda mu sigma, on le retrouve ici, c'est-à-dire que quand on utilise le Z-score en EFR, le Z-score d'un patient, il est calculé à partir de la valeur de FR qu'on mesure. Y, ça peut être le VMS, la DLCO, la CPT, ce qu'on veut. Y, c'est la valeur que l'on vient de mesurer. Et puis, mu, c'est la valeur de référence, lambda, c'est l'indice d'asymétrie, et sigma, c'est en quelque sorte l'écart type de la population. Et donc, on obtient un Z-score, et c'est ce Z-score qui va nous servir à deux choses. Un, à dire est-ce que le patient a une valeur anormale ou pas. Et là, vous reconnaissez, hein, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, j'ai oublié de mettre l'origine de cette figure, mais ça, c'est la figure des recommandations ATS-ERS, hein, qui est tirée donc de l'article correspondant dans le journal European Respiratory Journal, pour rappeler que on a 5% de la population qui est en dessous de moins 1,64 écart type. Et donc, le moins 1,64, c'est le fameux Z-score. Donc, première chose, on va pour chaque patient et pour chaque valeur de FR calculer un Z-score. Et puis, vous voyez bien que si le Z-score il est au-dessus de moins 1,64, le patient aura une valeur considérée comme normale. Et si le Z-score est en dessous de moins 1,64, ça voudra dire que notre patient a une valeur trop basse. Et on pourrait faire la même manip en dessus, hein, quand on veut, par exemple, savoir si le patient a un volume résiduel trop haut. Eh bien, on fait la même manip avec plus 1,64. Si le patient a un Z-score au-dessus de moins 1,64, c'est que son volume résiduel est trop élevé, etc., etc. Alors, je sais, après, je vous promets que c'est la dernière équation que je vous montre, mais pour être complet, je me devais de vous donner cette information qui vous montre comment on calcule la limite inférieure de normal. Je reviens en amont. Là, on a un Z-score, mais nous, on est des pneumologues et on aime bien savoir ce Z-score à quel chiffre de VMS il correspond, à quel chiffre de CPT il correspond, à quel chiffre de VEMS sur CVF, etc. Donc,
pour avoir non pas un z-score, mais la correspondance qui s'appelle une limite inférieure de normale, qui est exprimée pour le VMS en litres, pour le VMS sur CVF en fractions compris entre 0 et 1, etc., eh bien, on a ce calcul, là encore, qui tient compte de la valeur mesurée et puis de la distribution de la valeur normale. Pour les maths, c'est terminé. Ça fait un petit peu long déjà, mais derrière, maintenant, on va vraiment faire de l'interprétation comme des docteurs, mais on aura vu ensemble d'où ça vient. Alors, interprétation du rapport VMS sur CVF, voilà ce que propose depuis 2013 l'ERJ, enfin, en tout cas les sociétés savantes qui ont accepté les recommandations du GLI et de l'European Respiratory Journal. Eh bien, c'est de dire que la distribution normale pour les femmes et pour les hommes du VMS sur CVF, on l'a vu tout à l'heure, hein, voici la valeur prédite. Et voici la limite inférieure de normale. Là, c'est pour les femmes, là, c'est pour les hommes. Et vous voyez que c'est un petit peu différent des recommandations du GOLD. Hein. Pour le GOLD, le Global Initiative for Obstructive Lung Disease, vous avez 0,70 qui est la barrière pour tout le monde. Et avec les équations du GLI, vous voyez que la limite inférieure de normale pour quelqu'un qui aurait une dizaine d'années, c'est 0,76 à peu près. La valeur attendue, c'est 0,878 et la limite inférieure de normale, c'est 0,75. Vous voyez que le 0,70, il survient avec les équations du GLI à l'âge d'à peu près 45-50 ans pour les hommes et pour les femmes. Ce qui veut dire hein, que quand on a moins de 45-50 ans, 0,70, c'est trop bas, hein, c'est vraiment, vraiment trop bas. Alors que quand on a plus de 45-50 ans, avec les équations du GLI, 0,70, eh bien, c'est considéré comme suffisant, c'est-à-dire que c'est considéré comme normal, avec des limites inférieures au normal qui sont largement en dessous. Donc voilà les recommandations de la TSERS pour l'interprétation du VMS sur CVF, ce qui ne change rien au fait que, pour l'instant, on s'est mis d'accord dans la BPCO pour dire que 0,70 reste la barrière pour tout le monde. Et vous vous rappelez que la BPCO, on parle de BPCO et on recherche de BPCO chez les patients exposés de plus de 45-50 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on est probablement trop sensible, mais en tout cas, on ne manque pas, on ne loupe pas de cas en mettant la barrière à 0,70, on est au contraire un petit peu trop sensible. Par contre, pour des sujets asthmatiques qui souvent sont plus jeunes, faisons attention à ne pas utiliser 0,70, c'est beaucoup trop bas. Chez les adolescents et les adultes jeunes, 0,70, c'est vraiment trop bas pour être considéré comme normal. Alors, un petit focus, je n'ai pas traduit ce schéma, sur l'interprétation de la spirométrie. Alors ça, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Supérieur au 5e percentile, ça veut dire, avec un z-score, supérieur à moins 1,64. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est un synonyme, c'est-à-dire quand vous avez un rapport VMS sur CVF supérieur au 5e percentile, ça veut dire qu'il est au-dessus de ces lignes pointillées. Hein. Si vous voulez, on verra après, si ça vous intéresse, que je vous fasse passer l'article, en anglais, l'article de l'ERS qui reprend tout ça. Donc, supérieur au 5e percentile, ça veut dire au-dessus de la ligne pointillée, ça veut dire un z-score supérieur à moins 1,64. Si c'est supérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. Première chose. Et si vous avez un VMS sur CVF qui est supérieur, qui ne montre pas d'obstruction, et que vous avez en plus une CVF qui ne montre pas de valeur basse, vous avez une spirométrie normale. Mais vous savez très bien que vous avez des patients qui n'ont pas d'obstruction, mais qui ont une CVF trop basse, donc on est ici, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possible restriction. Et à ce moment-là, on va mesurer les volumes pulmonaires par la technique que l'on veut, plétismographie, dilution, rinçage, éventuellement imagerie pour ceux qui y croient. À l'inverse, si vous avez un patient qui n'est pas au-dessus, donc qui est en dessous du 5e percentile, il a donc une obstruction. Et là, deux solutions. Soit il a une CVF pardon, qui est normale et il n'a qu'une obstruction.
soit il a une CVF qui est basse, et il est possible qu'il ait une anomalie mixte, et à ce moment-là aussi, on mesure les volumes pulmonaires. OK? Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais voilà comment c'est formalisé, et évidemment, c'est assez élégant. Je vous donne un petit focus aussi sur l'interprétation de la variabilité de la spirométrie. Ça a un peu changé. Autrement dit, à partir de quand on parle de réversibilité, j'ai mis une première phrase là, pour rappeler que le VMS ou la CVF, il y a des variations entre deux mesures qui sont de l'ordre de 5, 6, 7, 8%. Bref, vous voyez ce que j'ai écrit là, hein, une variation entre deux mesures de moins de 8% ou de moins de 150 millilitres, ce n'est pas significatif. La réponse significative, c'est nouveau. On ne parle plus de 12% de la valeur de base et de au moins 200 millilitres. Vous voyez ce que j'ai marqué ici, hein, le critère augmentation NNA, c'est caduc. Dorénavant, on doit regarder VEMS et CVF. Et si on a l'un, l'autre ou les deux qui varient d'au moins 10% de la valeur prédite, c'est considéré comme une valeur significativement augmentée par rapport à quoi? Bien, avant un bronchodilatateur ou avant un test au corticoïde chez les patients pour lesquels on n'a pas de réversibilité immédiate et pour lesquels on soupçonne un asthme. Donc, réponse significative, c'est au moins 10% de la valeur prédite et pas de la valeur de base. Et ce qu'on appelle maintenant réversibilité de l'obstruction, c'est la normalisation du rapport VMS sur CVF. OK, donc ça, c'est tiré, là encore, des recommandations qui datent de 2022 et dont le premier auteur est Samia Stanojevic. Juste un tout petit mot, mais je ne voudrais pas mettre de confusion, sur un papier qui est sorti il y a quelques jours simplement, sur le fameux VEMS-Q. Alors, ça, ce truc-là, c'est une espèce de nouveauté que je voulais partager avec vous. C'est de savoir, le VMS-Q, en fait, c'est le rapport entre le VMS d'un patient et le VMS minimal qui permet la survie. Autrement dit, en gros, 500 millilitres. C'est considéré comme ça. Et il y a un article récent qui dit que ce VMSQ nous permettrait de mieux discriminer la survie que le Z-score. Je vous le livre comme ça, mais vous aurez entendu parler au moins une fois de cette nouveauté, hein, qui consiste non pas à comparer, comme on fait ici sur la droite du schéma, le VMS à une valeur théorique sous forme de Z-score, mais de comparer le VMS au VMS minimal qui nous permet de survivre et qui est considéré par certains comme plus pertinent que l'interprétation classique dont je vous parle depuis un quart d'heure. Pour les volumes pulmonaires, à partir de quand on considère qu'un volume pulmonaire est anormal? Si je faisais un sondage, vous me diriez tous 80% de la valeur de référence pour la CPT, 120% pour le volume résiduel. On est souvent coincé là-dessus avec le 80% de valeur prédite. Mais ce que je voudrais juste vous dire, c'est que le 80%, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? On n'en sait rien. L'idée, ce serait quand même que le 80%, il soit au fameux Z-score dont je vous parle depuis trop longtemps, hein. Et c'est ce que veut essayer d'utiliser le GLI et ce que veulent proposer les nouvelles recommandations, c'est d'abandonner le 80% dont on ne sait jamais où il est par rapport à la valeur de 5% d'erreur dont je vous parle depuis tout à l'heure et de le remplacer par un Z-score. Alors, je vais essayer de ne pas être trop abscon et pas trop long non plus, mais ce qu'il faut voir, c'est que la variabilité des valeurs de référence varie en fonction de l'âge pour certaines de ces valeurs de référence. C'est-à-dire que, là c'est le tableau récapitulatif, si vous avez une variabilité, par exemple, là c'est pour la capacité pulmonaire totale, TLC des femmes, vous avez une variabilité, un coefficient de variation qui est le même tout au long de la vie. Donc si vous dites bah, c'est 80% tout au long de la vie, vous avez la même erreur tout au long de la vie. Par contre, si vous avez un coefficient de variation qui se modifie en fonction de l'âge,
vous avez forcément des barrières. Le 80%, il va se déplacer au fur et à mesure que se déplace le coefficient de variation. Et donc, vous allez avoir finalement une barrière, une limite inférieure de normale ou une limite supérieure de normale qui va se déplacer uniquement du fait de la variabilité de la mesure d'un âge à l'autre. Je vous le donne, une fois que j'ai dit ça, il faudrait beaucoup de temps et puis qu'on arrive à se voir pour expliquer tout ça. Mais voilà un exemple. Avec un coefficient de variation qui varie avec l'âge, si on prend 120% de limite supérieure de normale pour le volume résiduel, donc si on dit un volume résiduel devient normal au-dessus de 120%, donc c'est ce qu'on fait tous depuis des années et des années, eh bien regardez la différence qu'il y a entre la définition de 120% et puis la définition du z-score, donc un z-score cette fois qui est sur la droite, avec un z-score à plus 1,64, et bien vous voyez que à 20 ans, la limite, non, à 20 ans c'est ici, la limite elle est vers 200% et non pas à 120%. À 40 ans, la limite, elle est à peu près 180%. À 60 ans, elle est à peu près 140%. Et donc, cette limite qui définit un volume résiduel normal d'un volume résiduel qui différencie normal d'un volume résiduel trop élevé, elle varie en fonction de l'âge. Et donc, quand on met à 80% pour tout le monde, quel que soit l'âge, on se trompe non seulement de limite, vous voyez qu'il y a un écart entre les deux, mais en plus, on ne se trompe pas de la même façon tout au long de la vie des patients. Alors, une fois que ça c'est dit, c'est une raison pour laquelle on utilise non pas les 120% ou les 80%, mais à nouveau le cinquième percentile. Donc le cinquième percentile dans un sens à gauche, c'est celui-là, et puis le cinquième percentile à droite, c'est le 95e, c'est dans l'autre sens. Quand on est au-dessus du 95e percentile, on est sur la droite de la courbe de Gauss, et quand on est en dessous, on est sur la gauche. Autrement dit, là, c'est des valeurs petites. Donc, regardez. Première chose, on regarde le volume, la capacité pulmonaire totale. Si la capacité pulmonaire totale n'est pas trop basse, donc si elle est donc normale finalement, si elle n'est pas trop basse, c'est ici, on regarde cette fois si elle est trop haute. Okay, et si elle n'est ni trop basse ni trop haute, eh bien, on regarde le rapport CRF sur capacité pulmonaire totale et le rapport volume résiduel sur capacité pulmonaire totale. Et si ce rapport-là également n'est pas trop grand, on a des volumes normaux. Si on a une capacité pulmonaire totale ni trop grande, ni trop basse, ni trop grande, et que par contre, on a un de ces deux quotients qui est élevé, on a une distension. Mais c'est tout nouveau, ça. Et puis regardez, je vais prendre un autre exemple, on ne va pas tout décliner, mais si on a une capacité pulmonaire totale trop basse, ici c'est yes, on a une restriction. Et vous voyez qu'on peut avoir soit une restriction simple, soit une restriction avec un trouble obstructif, c'est-à-dire un rapport VMS sur CV trop bas. Donc là, ce schéma d'interprétation est intégratif et nous permet d'avoir un certain nombre de situations, volumes normaux, syndrome mixte, distension. Donc il y a plusieurs situations dans lesquelles on a une distension, soit avec des volumes, une CPT normale, soit avec une CPT élevée. Et pour finir, l'interprétation de la DLCO. L'interprétation classique, c'est celle que vous connaissez depuis 2005, une anomalie légère, modérée, sévère, avec déjà à l'époque une limite inférieure de normale, mais qui n'était pas celle du groupe GLI. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le GLI donne des valeurs de référence plus basses, qui sont les petits ronds que vous voyez ici, donne des valeurs de référence bien plus basses que les anciennes équations, et on aura donc des pourcentages de valeurs de référence bien plus élevés, en particulier pour des sujets les plus jeunes. Vous voyez que l'écart est très important entre les anciennes valeurs que vous aviez et les nouvelles. Et donc, vous avez des patients, surtout des femmes, qui pouvaient, avec nos anciennes valeurs de référence, avoir des pourcentages anormaux, et avec les nouvelles, des pourcentages normaux.
Et je pense que c'est quasiment ma dernière diapositive. L'interprétation de la DLCO, elle est complexe, c'est difficile sur un topo rapide comme ça, surtout enregistré, de donner des détails. Mais premier message, pour interpréter une DLCO, il faut regarder la DLCO, le volume alvéolaire et le coefficient de Krog. Et je vous rappelle que la DLCO est calculée à partir du coefficient de Krog et du volume alvéolaire et pas l'inverse. Et donc là, on revient, toujours pareil, un DLCO, est-ce qu'elle est supérieure au 95e percentile? Donc ça veut simplement dire qu'on a une augmentation du débit ou du volume sanguin capillaire pulmonaire, ce qu'on voit chez les sujets asthmatiques qui ont un gros volume capillaire pulmonaire, les sujets obèses qui tirent aussi beaucoup sur leurs poumons et qui ouvrent beaucoup leurs capillaires, ou la polyglobulie ou l'hémorragie alvéolaire. Est-ce que la DLCO est inférieure à la limite inférieure de normale? Autrement dit, est-ce qu'elle est trop basse? Et là, on regarde le volume alvéolaire. Aïe, 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 pardonnez-moi. Si la DLCO est trop basse avec un volume alvéolaire qui est bas, à ce moment-là, on regarde le coefficient de Krog. Et là, on a deux solutions. Si le coefficient de Krog est élevé, ça veut dire qu'on a des poumons, on a une DLCO basse avec des poumons trop petits, avec par contre des poumons intrinsèquement normaux. Et ça, vous voyez que c'est marqué. Les poumons qui restent sont normaux, c'est ce qu'on voit dans la pneumonectomie ou ce qu'on voit lorsque les poumons sont tassés par l'obésité, par la myopathie, par la kyphoscoliose, etc. Par contre, lorsqu'on a DLCO basse, volume alvéolaire bas et KCO bas, le poumon, il manque des vaisseaux capillaires, donc vous voyez, c'est marqué perte de la structure capillaire avec moins de volume pulmonaire. Donc, vous voyez un petit peu toutes ces configurations. Le message clé, c'est quand on regarde la DLCO, regardons toujours volume alvéolaire et KCO. Et quand on a une DLCO basse dans un trouble restrictif, le KCO, quand il est bas, c'est un poumon dans lequel il manque des vaisseaux. Et quand il est élevé, c'est un poumon normal qui est insuffisamment ouvert, ou alors après une chirurgie. Donc, en guise de conclusion, les équations du GLI sont désormais recommandées en France. Comme on vient de le voir dans la DLCO, les valeurs prédites entre les nouvelles et les anciennes équations, les équations du GLI peuvent faire varier de façon parfois importante les valeurs de référence et donc nous donner des renseignements différents pour le patient qu'on a en face de nous. On vient de regarder avec les nouvelles recommandations comment on peut interpréter les EFR avec des limites inférieures de normal en dessous de moins 1,64 de Z-score et supérieures de normal au-dessus de plus 1,75 de Z-score. Et puis, les valeurs fixes de normalité, 80%, 120%, ce n'est pas approprié, comme j'espère vous l'avoir montré. Et puis, la vraie dernière diapositive, c'est un exemple de la littérature médicale pour proposer des comptes rendus de FR qui tiennent compte de tout un tas de renseignements anthropométriques, le sexe, la date de naissance, éventuellement le fait que les patients soient fumeurs ou pas, taille et poids, parce que vous savez que la taille permet de calculer les valeurs de référence. Et puis, on retrouve, c'est en anglais, mais la valeur mesurée, la limite inférieure de normal, le Z-score, le pourcentage de la valeur prédite. On peut le représenter avec un code couleur, avec la limite inférieure de normal ici qui correspond à un Z-score à moins 1,64, des zones rouges et des zones vertes, etc. Et puis, j'espère que c'est marqué quelque part là-dessus. Toujours donner quelle est la valeur, oui, elles sont ici. Quelle est l'équation de référence que l'on utilise pour interpréter nos EFR. Voilà. Donc, j'espère que l'enregistrement ne vous posera pas trop de problèmes par sa longueur. Et puis, je ne sais pas comment on pourra répondre aux questions. Merci en tout cas pour votre invitation.